Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence organisée par Le Vent se lève, qui tournera autour des prix de l'énergie et de l'avenir d'EDF, plus précisément des prix de l'électricité. Donc tout d'abord, pour vous présenter un petit peu le média Le Vent se lève au cas où vous ne connaîtriez pas, nous sommes un média indépendant d'opinion en ligne qui existe depuis à peu près 7 ans, un peu plus même de 7 ans. Nous publions environ un article par jour. Nous avons toujours eu un fort intérêt pour toutes les questions relatives à l'économie, à la politique, à l'international ou encore à l'écologie. Et vous verrez que justement la conférence de ce soir est un peu à cheval sur tous ces thèmes. Et puis, le meilleur moyen ensuite de vous faire une idée sur les articles que nous faisons et consulter notre travail, c'est de vous rendre sur notre site lvsl.fr et vous pouvez bien sûr nous suivre via différents canaux, nos réseaux sociaux, notre newsletter et maintenant aussi une application mobile que nous avons lancée il y a quelques temps. Et puis enfin, aussi nous faire un don si vous voulez soutenir notre travail, puisque je rappelle que nous sommes un média 100% gratuit, sans publicité et indépendant. Donc tout cela a aussi un certain coût et nous sommes toujours preneurs de vos dons. Euh, Cette petite présentation étant faite, je voudrais d'abord vous donner une petite information concernant la conférence. Donc, pour nos invités, nous avons avec nous ce soir Anne de Brégéas, donc, qui est syndicaliste Sud Énergie et économiste de formation, qui connaît très bien la problématique des prix de l'électricité, entre autres. Gwenaëlle Plagne, à ma droite, syndicaliste de la Fédération des mines et de l'énergie CGT, au sein d'EDF également. Et puis, vous avez également un rôle au sein du comité social d'entreprise d'EDF. Et nous devions avoir également deux députés ce soir, Madame Alma Dufour, qui elle ne pourra malheureusement pas venir, et Monsieur Philippe Brun, qui est lui un député du Parti socialiste, qui a porté une loi récemment votée pour empêcher la cession d'un certain nombre d'actifs d'EDF et élargir les tarifs réglementés de vente. Tous les deux sont retenus en ce moment même à l'Assemblée nationale pour un vote qui a directement trait aussi aux enjeux dont on parle ce soir, à savoir la fusion que veut mener le gouvernement entre l'Agence de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, donc qui risque de démembrer des instances qui sont extrêmement utiles pour la sécurité de nos centrales nucléaires. Et donc, évidemment, leur présence est requise là-bas. Monsieur Brun nous rejoindra un peu plus tard, dès qu'il aura pu terminer de voter. En attendant, nous allons débuter la conférence avec les deux syndicalistes qui sont ici présents. Et peut-être pour vous présenter un bref panorama de la situation que l'on connaît depuis un certain temps déjà, qui ne fait que s'empirer, c'est que l'énergie et l'électricité en particulier, puisque c'est la partie qui nous intéresse ce soir, vous le savez tous, c'est un bien commun, nous en avons tous besoin tous les jours. Pourtant, elle était de plus en plus soumise à des logiques de privatisation, de mise en concurrence, création de marchés à l'échelle européenne depuis à minima une vingtaine d'années. Tout cela a pas mal de conséquences assez dramatiques sur lesquelles nous allons pouvoir revenir. Tout d'abord, chacun peut le constater, une explosion des factures. Pour ne prendre que les périodes récentes, en février, toutes les factures d'électricité des particuliers ont augmenté de 10%. Sur 2 ans, c'est plus 40%, ce qui est quand même une très forte hausse. Et aujourd'hui, on a au moins 6 millions de Français qui sont en précarité énergétique. Et puis, ça concerne aussi les entreprises et les collectivités. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais beaucoup d'entreprises ont du mal à payer leurs factures. En moyenne, d'après l'INSEE, même si c'est très variable, c'est un doublement des factures depuis 2 ans pour les entreprises, ce qui évidemment a des répercussions très fortes sur leur activité, leurs coûts, etc. Euh, Malgré tout, le gouvernement nous dit qu'ils ont mis en place des aides pour permettre de limiter la casse, entre guillemets. On parle notamment du fameux bouclier tarifaire qui a été mis en place entre 2021 et 2023, désormais terminé. Rien que sur la partie électricité, il a coûté 50 milliards sur 2 ans. Et pourtant, voilà, on a bien vu les factures, malgré tout, flamber et désormais, il n'est plus en place. Pour compléter encore,
malgré tout, cette situation d'envolée des prix, EDF ne se porte pas très bien. En 2023, elle a réalisé un bénéfice de 10 milliards d'euros qui lui a permis de se désendetter, mais l'année précédente, 2022, c'était une perte historique de 18 milliards d'euros et l'entreprise va quand même assez mal. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle a été renationalisée à 100% il y a environ 1 an et demi, 2 ans, pour permettre d'absorber ces pertes puisque son cours de bourse s'effondrait. Alors, ce panorama étant assez glauque, nous allons essayer aujourd'hui, ce soir, de tout remettre à plat et d'évoquer d'abord, de comprendre comment nous en sommes arrivés là, qui sont les responsables de la hausse assez exponentielle des tarifs de l'électricité, savoir également comment nous pouvons, dans quelle situation se trouve l'opérateur public, EDF, quels vont être les impacts de la réforme qui est en cours sur les prix de l'électricité, à la fois au niveau français et au niveau européen, comment ça peut impacter vos factures, et enfin, surtout peut-être, des perspectives pour l'avenir pour rebâtir un véritable service public de l'électricité, puisque nous avons fort besoin. Donc pour débuter, je voudrais laisser la parole à nos deux intervenants pour qu'ils nous présentent chacun leur analyse de la situation de manière générale et puis peut-être aussi leur combat qui leur tiennent à cœur, leurs actions récentes pour que vous puissiez aussi mieux les connaître. Anne, je te laisse la parole. Maintenant, on n'a plus des coûts des prix de l'électricité qui sont basés sur les coûts de production qui eux-mêmes sont très stables, mais on a des prix qui sont basés sur, vous avez dû entendre, ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la centrale la plus chère à chaque instant. En fait, c'est le coût de production de ce que ça coûte de produire une unité supplémentaire. Et qu'est-ce que ça coûte? Comme toutes les centrales les moins chères produisent déjà au maximum, il n'y a que la centrale la plus chère disponible à cet instant qui peut produire. En plus, comme c'est un marché européen, c'est en Europe. Et donc, c'est en général une centrale à gaz. Et donc, on se retrouve avec un prix qui est très fortement indexé sur le prix du gaz, alors que l'électricité est produite de manière massive avec du nucléaire et de l'hydraulique. En tout cas, et le gaz ne représente que quelques pourcents. Donc, on a eu cette crise qui a entraîné, on pourra y revenir aussi, mais vraiment des catastrophes à la fois sur un plan économique. On a entendu parler des boulangers, des maraîchers, enfin, en fait, tous, ils sont en grande difficulté. Côté particulier, heureusement, on est encore protégé plus ou moins par un tarif réglementé de vente, mais qui lui-même est aujourd'hui maintenant exposé au prix, enfin, dépend aujourd'hui des prix de marché. C'est pareil, on pourra peut-être y revenir dans les questions, mais ça, c'est encore une attaque pour permettre en fait aux fournisseurs concurrents d'exister. Et bon, alors en plus, ça rend extrêmement complexe les investissements pour la transition énergétique. On sait qu'on est dans une situation vraiment très, très problématique dans laquelle il faut investir massivement et urgemment. Et avec ce marché-là, finalement, on se concentre. Ça fait maintenant des mois, des années qu'on essaye de réfléchir à comment réformer ce marché plutôt que de se dire il faut investir. Et en fait, c'est le public qui peut investir sur du si long terme. Et puis, donc, ça a coûté, tu l'as dit, 50 milliards aux finances publiques. Et pourtant, les consommateurs ont payé à toutes les années plus que ce que ça coûte. Donc, quand on dit que le gouvernement a aidé via le bouclier tarifaire les consommateurs, c'est un peu une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'il les a exposés à un prix complètement qui n'a pas de sens, qui a fait que leur facture a flambé, et il a plafonné cette flambée pour un résultat où on continue à payer plus que ce qu'on devrait. Et donc, si on regarde combien on a payé en plus, c'est aussi de l'ordre de... Enfin, alors ça, c'est difficile à établir, mais c'est probablement du même niveau. Donc, il y a 100 milliards qui sont partis dans la nature, alors qu'on est en train de rogner surtout pour l'hôpital, pour l'éducation, etc. Enfin, et pour la transition énergétique. C'est absolument invraisemblable. Bon, au bout de ces deux ans et demi de crise vraiment majeure, où même Bruno Le Maire, quand même, en septembre 2021, donc maintenant ça date, disait... Mais ce prix de marché, enfin, c'est complètement aberrant. Comment on peut avoir un prix de marché de l'électricité, un prix de l'électricité qui est indexé sur le gaz? Bon, 2 ans et demi plus tard, on en est où? On en est à peu près toujours au même point. On a une réforme, parce qu'il a quand même fallu admettre que ça ne fonctionnait pas si bien que ça, et donc on a réformé le marché, donc une réforme européenne, puisque le marché c'est un marché européen. Parce qu'en fait, l'ouverture des marchés, la libéralisation fait suite à des directives européennes. Mais
On est toujours incapable de se demander, c'est interdit de se demander, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas revenir à un système public tel qu'il existait, tout en ne perdant pas l'intérêt d'échanger avec nos voisins, avec des modes d'organisation tels qu'ils sont. Non, c'est absolument impossible d'en parler. Nulle part, vous verrez jamais ce débat. Là, il y a en ce moment une commission d'enquête au Sénat où il y a des dizaines d'entretiens, d'auditions d'économistes qui nous ont mis dans ce système de consultants, de gens responsables de la commission de régulation de l'énergie. Tous, aucun n'évoque le sujet, juste sauf pour dire, il y en a deux qui disent oui, effectivement, on pourrait revenir à un système public, mais ça serait juridiquement fragile et politiquement infaisable. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune critique sur le fond, mais paraît-il que ça serait juridiquement fragile et politiquement infaisable. Par contre, ça a l'air très faisable politiquement d'exposer les consommateurs, les usagers, d'exposer les entreprises, d'exposer les communes à un prix aberrant, qui en plus a quand même beaucoup alimenté l'inflation aussi et continue à l'alimenter. Donc voilà où on en est. Et cette réforme, elle dit quoi? Elle dit, comme ça a l'air d'être absolument impossible de débattre, de revenir à un système public avec simplement des prix régulés pour tout le monde, basés sur les coûts de production et des moyens de production des centrales qui appartiennent au public, on va faire ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire essayer de contourner les problèmes. Donc mettre des contrats, là on pourra, je pense, peut-être plus détailler dans la suite, mais essayer de mettre des contrats à long terme pour être moins exposé aux variations, à la forte volatilité des prix, essayer de mieux contrôler les fournisseurs, depuis le début on dit qu'on va mieux contrôler les fournisseurs, et là il n'arrête pas de sortir maintenant notamment à la télé, il y a eu un cache investigation et un complément d'enquête qui tous montrent les méthodes absolument incroyables des fournisseurs et des courtiers, parce que maintenant on a 50 couches des courtiers qui aident à choisir les fournisseurs, mais en fait c'est impossible de les réguler. Ils vivent justement, comme l'activité ça consiste à acheter pour revendre de l'électricité, ils vivent de la spéculation et du fait d'arriver à vendre des choses qui sont plus chères que ce que ça coûte, quoi. Pour finir, je vais juste, avant d'entrer de poursuivre dans la conversation, dans le débat, je vais juste rappeler ce qu'on propose. Nous, on a une proposition qui est sur la table, qui est décrite, qui est détaillée, qui a tourné auprès de plein de monde. Encore une fois, jamais il y a eu de critique sérieuse sur le fond, qui consiste à dire on revient à un opérateur public, c'est ce qu'était EDF avant, c'est-à-dire qui détient, alors soit il détient les moyens de production, soit c'est l'État qui détient les moyens de production. Donc les moyens de production sont publics, et c'est la condition pour pouvoir avoir des tarifs réglementés basé sur la moyenne des coûts de production. Et puis ensuite, on peut rajouter des objectifs sociaux, la gratuité des premiers usages, etc. Donc, un opérateur public qui reste dans les mécanismes de marché, c'est-à-dire qu'on ne remet même pas en cause le marché européen pour échanger. C'est clairement pas la meilleure solution d'un point de vue technico-économique. Il faudrait un opérateur public européen. Ça serait la vraie bonne solution, mais ça va être difficile à obtenir parce qu'il faut l'accord de tous les pays. Mais non, nous on dit juste, allez, on garde le marché pour déterminer les échanges et leur prix. Simplement, en France, on aura un opérateur public qui participera au marché plutôt que d'avoir plein d'opérateurs privés. Et on aura des prix pour tout le monde qui sont basés sur les coûts de production. Cet opérateur public, on ne remet pas non plus en cause tout le processus. Alors, il faut tout le processus de planification, donc de développement du parc de production, de choix du futur parc. Ça doit être de la planification publique aussi. Même ceux qui défendent le marché reconnaissent qu'il faut de la planification à long terme, mais ce n'est pas le marché qui va piloter le choix entre, par exemple, le nucléaire et le renouvelable. Donc, cet opérateur public exploitant, il ne ferait qu'exploiter le parc existant. Donc, il n'aurait pas à choisir entre nucléaire, renouvelable ou autre. Il pourrait continuer à y avoir de la concurrence au moment de la construction des centrales, si on considère que c'est bien d'avoir plusieurs développeurs qui construisent les renouvelables. Mais ils construisent et ensuite ça appartient à l'opérateur public. Et puis évidemment, il faut mettre en place un contrôle citoyen qui a peut-être manqué par le passé, mais qui est beaucoup plus facile à mettre en place dans un système public qu'un système privé. Donc voilà, les arguments qu'on nous a avancés, c'est si on sort du marché, on va se retrouver en France avec la France isolée. En fait, on coupe nos interconnexions avec nos voisins et là, on risque de manquer d'électricité. Bon, c'est franchement pas sérieux. Les interconnexions, elles ont existé avant le marché et en plus, nous, ce qu'on propose, ça ne remet pas en cause ça.
Ensuite, on nous a dit, pour être un petit peu plus fin, bon, c'est vrai, ça ne va pas quand même nous déconnecter de nos voisins, mais ça va rendre beaucoup plus compliqué les échanges, et ça va coûter plus cher. Donc, encore une fois, ça ne tient pas 2 secondes la route, puisque nous, on ne demande pas à modifier ça. Puis bon, on pourrait parler longuement de ça aussi. Il y a eu des études qui ont évalué ce qu'on a gagné. C'est pas non plus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de perdre. Ensuite, on nous a dit, c'est pas adapté à de la production. C'était bien adapté à un opérateur public quand on avait de la production centralisée, mais c'est pas adapté à une production décentralisée, au développement de renouvelables. Ça, c'est pas vrai non plus. Je veux dire, on n'a jamais eu une seule centrale qui a produit pour tout le monde. Il y a toujours eu des multiples centrales. Et même avec des productions très décentralisées, il faut de la coordination centralisée pour dire qui produit quoi à quel moment. Et puis bon, après, reste, c'est un problème, c'est fragile juridiquement et c'est intenable politiquement. Bon, là, écoutez, si c'est intenable politiquement d'exposer les gens à ce qu'on a, si vraiment on ne peut pas sortir de ce piège pour des raisons juridiques et politiques, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur notre démocratie. Voilà. Donc je vais passer la parole, j'ai peut-être été un peu longue et on pourra revenir dans le débat. J'enchaîne sur le... J'enchaîne. Alors, faut déjà poser les choses de quoi on parle. Ça a été dit tout à l'heure en introduction, ça a été aussi posé par Anne sur la question. On parle quand même de l'électricité, ce bien de première nécessité qui est le centre de l'économie sur lequel... malheureusement, et pour savoir de quoi on parle, il faut quand même y mettre quelques chiffres. Depuis 20 ans, donc si on choisit 20 ans, c'est pas anodin, c'est 2004, c'est la libéralisation du secteur et la fin de DF-GDF. Depuis 20 ans, l'électricité a été multipliée par 3. Depuis 4 ans, elle a pris 60%, et depuis 2 ans, elle a pris 40%. Sur les factures, directement du tarif régulé, qui est normalement, on va dire, un peu le tarif régulé, comme son nom l'indique, qui est un peu une valeur refuge pour les citoyens, en se disant qu'il a quand même normalement une partie législative et une partie protection de l'État, qui devrait avoir un lien avec le bien de première nécessité qu'est l'électricité. Alors quand on parle d'électricité, et sans vouloir être dirigé sur une question de marché, il faut quand même inévitablement qu'on parle un petit peu de au moins de ces 20 ans passés de libéralisation, et ne serait-ce que ces 15 dernières années, avec ce que beaucoup ont pu entendre sur l'Arenh, qui est un biberonnage de la concurrence. En fait, 2004, ils ont voulu dire que pour pouvoir justement soi-disant payer moins cher l'électricité, il fallait absolument installer des concurrents, puisque avoir un opérateur unique semblait être une difficulté. Et donc pour ça, ils ont inventé des systèmes pour rendre une concurrence sur l'électricité qui est livrée chez chaque citoyen. Et donc ils ont biberonné la concurrence avec un système d'Arenh qui voit la fin à fin 2025. Donc on est quand même dans l'histoire à un tournant sur l'énergie en France, à un tournant sur l'électricité en France, sur lequel il faut justement que les choix de société, un débat parlementaire associé, soit juste pour chaque citoyen et puisse du coup répondre à la question de la transition énergétique. Alors, peut-être juste expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'Arenh et pourquoi ça a été mis en place, c'est peut-être pas inutile. Je ne voudrais pas être trop technique. Résumer l'Arenh, résumer ces 20 dernières années de libéralisation, c'est avant tout expliquer de quelle manière quelqu'un qui ne produit rien puisse quand même vendre une marchandise. Si on peut résumer à ça, c'est-à-dire que au moment où ils ont installé la concurrence de manière artificielle, le problème c'est que du coup le problème, on va dire, selon la libéralisation, c'est qu'il n'y avait pas d'autres producteurs d'électricité en France à part EDF. Et sauf que donc pour pouvoir avoir des factures et pour pouvoir avoir des clients, il fallait bien du coup qu'ils puissent avoir une production, et donc il y a eu une ponction sur la production nucléaire de prix. Un quart de la production nucléaire était bradée aux concurrents pour qu'ils puissent l'acheter à un prix déraisonnable et le revendre à un prix plus élevé, bien évidemment, en incluant les marges, pour pouvoir justement se faire des clients. Ça, l'objectif de la libéralisation, c'était de se dire que pendant ces 10 années et ces 15 années même de l'Arenh, les concurrents allaient pouvoir investir dans le réseau, innover, faire baisser les prix. Malheureusement, on peut faire que le constat que, je le disais, ne serait-ce que ces 4 dernières années, on a pris plus de 60%, et depuis 20 ans, on a pris multiplié par 3. Donc, il faut essayer de ne pas être trop technique sur ces éléments-là pour comprendre quand même
les grandes lignes de ce que peut représenter l'électricité. Actuellement, en effet, vous pouvez avoir différents opérateurs. Il y a l'EDF historique, et puis après, on a du Équateur, on a du Total, on a une liste même assez large. Hein. On a vu Open. Je n'ai même pas tous les noms d'ailleurs de fournisseurs qu'on puisse installer. On se souvient de Leclerc Énergie qui a essayé et qui a laissé ses clients sur le bord de la route. On voit maintenant Carrefour qui arrive. Enfin, on voit bien que du coup il y a des business. Donc là-dessus, il y a du monde qui est là. Mais ils ne produisent rien, ces concurrents, puisqu'ils n'ont pas construit de nouveaux moyens de production. Ils se servent sur la production d'EDF et revendent avec les marges. Pour ça, donc ça a été dit tout à l'heure. Militant FNME-CGT, donc Minénergie, donc historiquement la branche d'énergie de la CGT, et puis aussi au CSE central d'EDF, c'est l'instance de représentation du personnel d'EDF, donc sur lequel je suis secrétaire. Depuis donc du coup des années, on essaye de travailler à un mix énergétique, à une situation pour que le tarif régulé soit justement quelque chose d'acceptable pour les usagers, acceptable pour les collectivités locales, acceptable pour les entreprises et donc pour l'économie française. Et donc par rapport à ça, quand on dit que l'électricité a flambé depuis 4 ans avec la crise et encore plus fort depuis 2 ans, on a fait des travaux pour pouvoir expliquer justement quel est, selon nous, le juste prix de l'électricité. S'il n'y avait pas eu de libéralisation, à quel prix devrait être l'électricité aujourd'hui pour qu'elle soit acceptable ? C'est-à-dire acceptable, on paye la production bien évidemment, les investissements qui sont choisis par la nation, quels qu'ils soient, plus d'éoliennes, panneaux photovoltaïques, centrales nucléaires et autres. Et ça, selon nous, les calculs basés sur des cabinets d'experts, la marge est de 30%. C'est-à-dire que ce que paye aujourd'hui un citoyen, un usager lambda, c'est 30% trop cher. Et ces 30%, c'est uniquement des traders, c'est uniquement les producteurs de factures. Pour essayer d'expliquer la situation, on a actuellement encore une crise de l'agriculture. On a dans beaucoup de débats la volonté de rapprocher l'agriculteur, le producteur, de son client, en disant que le distributeur au milieu faisait beaucoup trop de marge. Et bien sur l'électricité, on en est là. Ceux qui font monter artificiellement le prix aujourd'hui, ce sont les distributeurs, qui ne produisent rien, mais qui achètent d'un côté, qui revendent. Et c'est 30% de la facture. Ces 30%, bien évidemment, sont inacceptables parce qu'en plus, ils empêchent d'investir dans le réseau, dans la production d'électricité. Et donc ça, nous, on en a basé justement nos travaux sur ce juste prix pour aller vers, ça a été dit tout à l'heure, un service public de l'électricité qui permettrait de revenir à un coût pour chaque usager 30% moins cher qu'aujourd'hui, sur lequel, avec ça, on arriverait quand même à rémunérer l'ensemble de la production française et investir dans les choix parlementaires qui seront et des choix de la nation. Alors, il faut quand même voir les conséquences que peuvent poser une telle hausse de l'électricité. Ça a été dit, la sobriété, la précarité énergétique qui monte. 10% des ménages sont quand même maintenant en précarité énergétique. Et surtout les conséquences pour les collectivités, sur lesquelles, bien évidemment, les services publics sont directement impactés. Quand l'été dernier, on se souvient que ça soit peut-être caricatural, mais les piscines qui ne pouvaient pas s'ouvrir, mais on sait bien évidemment que c'est bien plus large que ça, c'est le chauffage pour nos écoles, c'est un ensemble de services publics de proximité qui se retrouvent maintenant dans un arbitrage entre est-ce que je paye mon énergie à des tarifs qui ne sont uniquement du marché pour les collectivités locales, au détriment des services publics qu'on doit fournir, écoles, EHPAD et d'autres services publics associés. Ou alors, on revient à quelque chose de sortir de cette logique de marché, sortir du griffe du marché, l'électricité. Pour ça, je rentre un peu dans une technique et un mot un peu particulier, c'est que le tarif régulé, comme on peut l'imaginer par la nation, un peu en dehors du marché, a un principe assez basique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la concurrence a été biberonnée pour pouvoir s'installer. Et ils ont aussi installé un principe assez simple, c'est que le tarif régulé doit être absolument, de manière obligatoire, plus cher que les offres de marché qui peuvent être faites par Équateur, par tous les autres fournisseurs. Ça, c'est le principe de la contestabilité qui a été installé au même moment que le biberonnage pour la concurrence. Le tarif régulé actuellement ne représente plus les coûts de production, mais représente uniquement une valeur de marché. Sauf qu'on a pu le voir l'année dernière avec une crise dans l'énergie importante, hein, que ce soit avec la sortie du Covid, à cause d'un incident industriel, à cause d'un
un problème industriel plutôt, et ensuite une relance, une crise géopolitique, on a vu que l'électricité, bien de première nécessité, n'a pas de limite dans le prix. Il a flambé à plus de 1000 euros d'ailleurs du mégawatt, des choses qui deviennent complètement aberrantes. Cette situation doit nous amener à réfléchir, doit nous amener à poser l'essentiel de ce que peut représenter l'électricité, et donc le ramener à ce bien de première nécessité, à adosser aussi la TVA associée, puisque je rappelle quand même que sur l'électricité, on continue à payer une TVA à 20,6 comme sur tout moyen de consommation, alors que c'est un bien de première nécessité avec une TVA de 5,5. Donc si des choix de la nation sont faits pour essayer de revenir à un juste prix, on pourrait d'ores et déjà annoncer à tous les citoyens que la facture descendrait de 30% par rapport à ce qui est payé aujourd'hui, ce qui probablement pourrait amener à d'autres débats sur la transition, comment on finance le parc, comment on finance les investissements sur le réseau, et qu'est-ce qu'on fait aussi avec l'outil de service public que doit redevenir EDF pour pouvoir justement mettre en place la transition énergétique. Une petite correction par rapport à, si je peux me permettre, par rapport à l'introduction, c'est que EDF l'année dernière n'a pas été nationalisé, mais a été étatisé. Et le terme est important. Pourquoi ? Puisque du coup, ce n'est pas revenu dans le giron national, c'est-à-dire une entreprise de service public nationalisée qui n'a pas vocation à faire de l'argent, mais qui a vocation à fournir un service public. EDF reste encore une société anonyme qui est là pour gagner de l'argent, qui a été reprise en intégralité par l'État pour pouvoir justement faire ces manœuvres sur lesquelles ils ont pondu dernièrement une réforme du marché sur laquelle on pourra revenir, et sur lequel justement ils ont vocation à continuer à faire de l'argent, sur lequel nous, nos positions, que ce soit pour la FNME-CGT ou pour le CSEC, pour les représentants du personnel, c'est justement comment on revient à un service public de l'électricité dans une entreprise publique à caractère industriel et commercial comme elle l'était par le passé, puisqu'on arrivait quand même à avoir des tarifs d'électricité qui étaient les moins chers d'Europe et un atout pour la compétitivité au niveau européen. Ça, il faut justement que le débat soit pris par les citoyens, pris par la nation, pris par les parlementaires, pour qu'on puisse justement revenir à ce juste équilibre et à ce juste prix dans un État qui pourra justement choisir quel sens de transition énergétique poser. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions qui, à mon avis, présentent bien l'ensemble des sujets. On voit bien aussi la complexité à la fois, puisqu'on parle ici des prix, des investissements à faire pour le futur mix énergétique, des rapaces du marché qui viennent se greffer dessus, et de la situation d'EDF. Et merci aussi pour la correction c'est vrai, j'ai fait un résumé qui était pas tout à fait juste. Et il est vrai que oui, l'entreprise est désormais 100% propriété publique, mais reste une entreprise, société anonyme, privée, avec pour objectif le profit. Pour rester d'abord sur la question des tarifs de l'électricité, puisqu'on a débuté par ça et tout le monde est concerné, désormais, une réforme est en train d'être mise en place, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle française. Bruno Le Maire, lorsqu'il l'a présenté, a beaucoup insisté sur le terme de stabilité. Ça arrive je ne sais combien de fois dans son discours, en essayant justement de rassurer à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises, les collectivités, sur le fait que leurs factures n'allaient plus fluctuer autant qu'elles ne l'ont fait récemment. On nous dit concrètement qu'à partir de début 2026, il y aura un tarif cible de 70 € du mégawattheure, du moins pour l'énergie nucléaire, donc qui reste quand même la principale source d'énergie en France. Et pourtant, le marché va continuer à exister. Il y aura toujours possibilité d'avoir des traders en bourse qui vont acheter soit à très court terme, soit à plus ou moins long terme, différentes quantités d'électricité. Et donc on a du mal parfois à comprendre comment on peut à la fois concilier l'existence d'un marché et un tarif cible qui se veut relativement stable. Et j'aimerais bien donc vous poser à tous les deux cette question. Comment est-il possible de concilier les deux ? Qu'est-ce qu'envisage concrètement de faire le gouvernement et quelles conséquences concrètes cela aura sur nos factures ? Anne ? Oui, il s'est passé quand même une séquence assez hallucinante depuis plusieurs mois, où la France, dans ce débat sur la réforme européenne, a dit s'être battue pied à pied avec ses homologues européens pour obtenir le droit que le nucléaire historique puisse être facturé au coût de production.
Donc ils ont annoncé en octobre qu'ils avaient gagné, c'était une grande victoire. Et un mois après, ils annonçaient que suite à des négociations extrêmement tendues avec EDF, donc avec le patron d'EDF qui avait été nommé un an avant par le gouvernement, finalement, on avait un système mais ultra compliqué que les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre, où il y avait effectivement un prix cible. Alors au début de 70 € du mégawattheure. Pour vous situer un peu les choses, le coût du nucléaire historique a été estimé à 60 € du mégawattheure. Donc déjà 70, c'était une bonne petite marge. Sauf qu'en fait, en creusant, c'est un prix cible. Et quand on demande mais à quoi ça correspond, bah, ça correspond au résultat des modèles de prix faits par EDF sur 15 ans en moyenne sur l'ensemble des consommateurs. Donc, en fait, on n'est même pas capable de prévoir les prix l'année prochaine, les prix de marché, parce qu'il faudrait savoir comment évoluent les prix du gaz, comment vont évoluer la disponibilité du parc. Et là, EDF, sans sourciller, nous explique qu'ils ont fait une moyenne sur 15 ans et qu'en moyenne, ça allait nous coûter 70 €. Mais rien ne garantit que ça sera ce qui sera facturé au client. Le mécanisme dit juste qu'il y aura une taxe progressive, c'est-à-dire qu'au-delà de 78-80 € du mégawattheure, 50% des revenus d'EDF seront ponctionnés et, on pense, reversés par les consommateurs, rien n'est clair. Hein. Et au-delà de 110 €, donc quand même pratiquement le double de ce que ça coûte, là, ils prendront 90%. Sachant que par ailleurs, on ne sait pas du tout si les marges des fournisseurs qui donc achèteront pour revendre seront elles limitées ou pas. Donc évidemment, toutes les associations de consommateurs sont vent debout contre ça. On fait des estimations qui montrent qu'avec ce nouveau système, ça aurait été pire qu'avec l'Arenh. C'est-à-dire que l'Arenh, il y a plein de critiques à faire sur ce système qui impose à EDF de revendre à ses fournisseurs. Enfin bon, c'est ce qui a été expliqué, mais enfin au moins ça avait l'avantage de plafonner un petit peu les prix. C'est-à-dire que les tarifs réglementés de vente, ils sont calculés non plus à partir des coûts de production d'EDF, mais pour refléter refléter les coûts d'approvisionnement des fournisseurs qui, eux, n'ont pas de moyens de production. Donc, les coûts d'approvisionnement de ces fournisseurs, c'est une partie sur les marchés et une partie à ce prix plafonné de l'Arenh. Donc, s'il n'y avait pas eu l'Arenh, ça aurait été encore pire, quoi, c'est pour vous dire. Et là, on va dans un système encore plus dérégulé qu'avant. Donc, on nous explique depuis le début que cette réforme, ça va aller mieux, que ça sera un marché hybride, qu'on va avoir des contrats long terme, etc. Mais on n'a jamais été dans un marché pur et simple, parce que alors là, ça aurait été l'apocalypse. On est déjà dans un système régulé et on va dans un système plutôt moins régulé qu'avant. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, là, les prix du gaz sont en train de descendre assez bas. Si demain, ça reflambe, on est encore pire que ce qu'on a vécu. Et ça, au bout de mois et de mois et de mois de soi-disant réformes. Et l'autre point aussi, c'est que les tarifs réglementés de vente qui ont été supprimés manu militari pour les entreprises, à part les toutes petites, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas leur demande, mais on leur a dit maintenant ça suffit, les tarifs réglementés de vente pour les entreprises, parce que sinon les fournisseurs n'arrivent pas à trouver leur place, qui ont donc déjà été aussi abîmés, comme a expliqué Gaël, c'est-à-dire que ce n'est plus basé sur les coûts de production. Si ça avait été basé sur les coûts de production, il n'y aurait pas eu de crise de l'énergie, hein, malgré les problèmes du parc nucléaire, malgré la guerre en Ukraine, etc. Donc, mais c'est plus basé sur les coûts d'énergie, maintenant c'est basé donc sur la manière dont s'approvisionnent les fournisseurs, donc en partie sur les prix. Bon, mais malgré tout, ces tarifs réglementés de vente, comme ils sont régulés par l'État, ils sont mieux contrôlés, il y a eu un bouclier tarifaire. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 ans ? Ce qui est dit dans la réforme, c'est que ces tarifs réglementés de vente sont temporaires. Je vous rappelle qu'ils ont été supprimés pour le gaz en pleine crise des prix du gaz. Et donc, ce qui est dit, c'est que la Commission européenne doit se réunir fin 2025 pour voir ce qu'il adviendra de ces tarifs. Il faut voir que ces tarifs, c'est contraire au droit européen. En fait, tout ce dont on écrit sont contraires au droit européen. Donc, soit on arrive à remettre en cause ce dogme et on revient à des tarifs réglementés de vente pour tout le monde, ce qui est la condition sine qua non pour avoir des prix équitables. On ne peut pas avoir des tarifs réglementés de vente et la concurrence, je veux dire, il faut choisir. Soit on continue comme ça, on refuse de remettre en cause ça, et donc on va rajouter des rustines, rajouter des contrats à long terme qui posent tout un tas de problèmes techniques qui ont l'air d'être totalement ignorés par les gens qui contrôlent le système, et on aura des crises et des crises et des crises, et à la prochaine flambée des prix du gaz, il se repassera la même chose. Sur ces éléments de cette réforme qui a été annoncée en grande pompe, hein, je partage le fait qu'ils pensaient avoir trouvé la solution.
Malheureusement, dans leur esprit, avoir un problème avec le marché, c'est vouloir mettre toujours plus de marché. Et c'est ce qu'ils ont mis en place. Le marché était installé, il a montré son efficacité, il a fait montrer le prix en rendant l'électricité plus rare. Et bien donc là, la réforme qu'ils ont pondue en fin d'année dernière, qui montre, comme ça a été dit, déjà ces difficultés, c'est vouloir mettre toujours plus de marché et vouloir renforcer encore cette concurrence faussée qui ne produit rien et qui a surtout des incidences extrêmement fortes puisque je disais tout à l'heure, depuis 10 ans que la concurrence est biberonnée, elle n'a pas investi, que ce soit dans les réseaux ou dans les moyens de production. Et c'est bien face à ça qu'on rencontre un problème majeur. C'est que pour le réseau, qu'il soit de transport, hein, les grands pylônes, que ce soit de distribution pour venir jusqu'aux maisons, ou la production, on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros à investir. Ne serait-ce que sur le réseau transport, 100 milliards. Sur le réseau de distribution, on est plutôt autour de 60 dans les premières estimations. Et au niveau du parc pilotable, on est aussi autour d'une centaine de milliards. Et encore, ça dépend dans quel angle on l'oriente. Le marché ne permet pas, puisqu'il cherche à gagner de l'argent à court terme, ne permet pas d'investir sur du long terme. L'électricité est un bien de première nécessité qui nécessite une vision, qui nécessite justement une programmation qui permet justement d'avoir sur de longues années des investissements lourds. Ça nous a permis quand même, ne serait-ce que pour refaire l'histoire très rapidement, au sortir de la guerre, de remonter le pays et de reconstruire via l'outil de service public et EDF, de reconstruire et d'électrifier le pays, avec les barrages hydrauliques à l'époque, avec aussi des centrales, beaucoup de centrales à charbon et autres. Au moment du choc pétrolier des années 70, de construire via le plan Mesmer tout le parc nucléaire. Et au-delà du choix, ça a permis justement de montrer que dans une programmation décidée par la nation avec un outil de service public EDF, on arrive à aller sur ces orientations. Donc là, ils ont posé l'année dernière, en novembre dernier, des nouveaux jalons, c'est on va mettre encore plus de marchés avec des contrats moyens, longs, termes, qui n'ont aucun intérêt pour la production, aucun intérêt pour le citoyen, et qui vont plutôt avoir des grosses difficultés. C'est qu'on va se retrouver toujours avec une facture qui va augmenter et avec des investissements qui sont extrêmement difficiles à faire, alors qu'on est encore plus soumis aux crises de l'énergie. Bon, c'est le principe même du capitalisme, mais sur l'énergie, qui est quand même un secteur actuellement au niveau géopolitique extrêmement instable, au cœur même depuis de nombreuses années d'ailleurs, au cœur de crises géopolitiques importantes. On va voir que la concurrence et l'installation du libéralisme a fait fermer de nombreux moyens de production pilotables depuis des années. 12 gigawatts ont été fermés, l'équivalent de 12 centrales nucléaires fermées sur le parc de production pilotable. Alors, il y en a une, on connaît, c'est Fessenheim, mais à côté de ça, il y a eu de nombreuses centrales, charbon, fuel, qui ont été fermées sans être remplacées, sans préparer autre chose pour pouvoir répondre à la demande d'un usager qui, au moment où il appuie sur le bouton pour allumer sa lumière, au moment où il décide d'allumer son four pour faire à manger le soir, doit avoir un moyen de production en face qui se met en service, puisque l'électricité ne se stocke pas. Et il faut bien justement qu'on ait ces moyens de production pilotables qui puissent y répondre. Et tant que les investissements ne sont pas revenus à hauteur pour pouvoir justement répondre à ça et retrouver des marges de production, on va se retrouver encore de manière cyclique dans des crises de l'énergie qui vont revenir. Pour ça, il faut justement réinvestir, il faut revenir à un service public de l'énergie. Et pour ça, je profite aussi justement pour évoquer nos travaux, nos positions. Le CSE central a posé depuis 2 ans maintenant avec des associations de consommateurs, CLCV notamment, l'habitat social, des associations d'élus, un outil du débat public qui s'appelle le Conseil national de l'énergie, sur lequel on a fait justement de nombreuses réunions, que ce soit sur Paris ou en province. Il y en aura une autre d'ailleurs prochainement, probablement autour du 14 mai, qui permettent justement d'aller questionner quel est le bilan de la déréglementation, où on en est aujourd'hui et quel est le sens de la transition qu'on veut mener et quel est le sens de la facture et du juste prix qu'on veut y poser. Et donc, la réponse qui a été trouvée par l'Europe, plutôt par la France en grande pompe avec Bruno Le Maire jusqu'à Luc Rémont, n'est pas une solution puisqu'elle vient toujours poser plus de marché et on vous dit votre facture ne fait faire qu'augmenter puisque les investissements sont plutôt devant nous que derrière nous. Donc il faut absolument qu'on puisse revenir à cette maîtrise publique via l'outil de service public qui est EDF pour revenir à un juste prix.
à fait, je suis tout à fait d'accord, je partage, ce qui a été dit. Peut-être pour, prolonger, le débat, on voit justement et ça a été rappelé, je crois, par Anne, le fait que il y a eu un bras de fer ou du moins une pièce de théâtre autour d'un bras de fer entre Luc Rémont, le PDG d'EDF et le gouvernement français à l'automne dernier autour de la réforme en cours, en France pour savoir justement à quel niveau était fixé le tarif cible et cetera et une des justifications, qu'avait, Luc Rémont, donc le PDG d'EDF pour faire, monter ce prix était justement d'évoquer les nombreux investissements qui, c'est vrai, hein, vous l'avez rappelé, sont colossaux, à réaliser à la fois pour, le parc de production, on pense, à la relance du nucléaire et aux énergies renouvelables, mais aussi, et c'est très important de le rappeler, au réseau de distribution, ne serait-ce que parce que plus de renouvelables intermittents suppose aussi de meilleures connexions pour échanger de cette électricité et s'assurer que la demande et l'offre se rencontrent. Euh, et donc, euh, on nous a vendu le fait que malgré tout, alors, et vous avez rappelé l'un et l'autre à quel point les factures restent largement dictées par le marché, et que ça va être encore pire, et qu'elles sont très surestimées, de 30% justement pour rémunérer ce marché. Mais on nous a dit qu'avec ce nouveau système, on allait justement pouvoir financer les investissements qui sont nécessaires. On voit justement qu'EDF est quand même dans une situation qui est très complexe. La dette de cet opérateur atteint quand même 55 milliards d'euros. Alors, ça reste gérable, mais ça reste quand même très important malgré tout. Et les investissements, les choix qui sont faits posent question. Alors, il y a évidemment la question des EPR et de leurs coûts. Il ne sera pas question ce soir d'avoir un débat pour ou contre le nucléaire, puisque c'est un très vaste sujet qui mériterait une conférence à part entière, voire plusieurs. Mais du moins, on voit que le coût des EPR, ne serait-ce que celui de Flamanville, mais ensuite les EPR2 qu'on nous promet par la suite, flambent. Et également les projets étrangers d'EDF, je pense notamment, là encore, c'est un réacteur EPR à Hinkley Point en Grande-Bretagne, où c'est plus de 15 milliards de livres de surcoût. Euh, je pense que c'est un épisode qui peut être intéressant à évoquer, puisque on ne le sait pas forcément, mais ça risque d'être justement les factures d'électricité des Français qui pourraient payer ce surcoût et ce contrat négocié à l'époque par Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie. Et donc, j'aimerais peut-être vous poser à tous les deux la question suivante, c'est-à-dire comment va EDF? Est-ce que les choix qui ont été faits sur les investissements, et notamment en Grande-Bretagne, sont-ils des bons choix? Peut-on les corriger? N'est-il pas trop tard? Merci. Bonne question, puisque du coup, on est quand même dans nos positions de vouloir renforcer l'opérateur historique et revenir à un service public. Donc, il faut quand même avoir un outil du service public qui soit en forme et qui puisse justement répondre aux enjeux de la nation. 55 milliards, vous l'avez rappelé, la dette d'EDF, ça paraît colossal. Après, dans un chiffre d'affaires à 140 milliards, il faut aussi peser les choses où elles sont. C'est pas non plus quelque chose qui paraît abyssal. Il n'empêche que c'est quand même énorme. Il faut juste se poser la question de où vient ces 55 milliards. Je peux déjà vous en donner les grandes lignes. Au moment de la libéralisation, il y a eu EDF qui s'est pris pour une société privée comme les autres, qui a fait des aventures à l'étranger. Ils ont acheté au Brésil, ils ont acheté un peu partout. 15 milliards de dettes. 15 milliards directement creusés, où on a acheté des opérateurs Amérique du Sud, où on s'est dit on les a achetés très cher, et on les a revendus quelques années après, beaucoup moins cher, ce qui, on l'a fait aussi ailleurs en Europe et dans le monde, il n'y a pas qu'en Amérique du Sud. Voilà, ça a déjà creusé 15 milliards de dettes, c'est les aventures d'EDF qui s'est pris pour une entreprise comme une autre. Les 15 autres milliards, c'est l'État qui a dit au moment où ils ont justement créé la société anonyme EDF, ils ont dit vous allez me donner des dividendes. 15 milliards. Alors qu'EDF ne gagnait pas forcément énormément d'argent à ce moment-là, puisque les tarifs étaient encore calculés sur les justes prix. Ils ont pris 15 milliards dedans, donc on est rendu déjà à 30 milliards, donc sur des aventures purement capitalistes. Les 15 autres milliards, c'est le biberonnage que je vous disais tout à l'heure de la concurrence. Ça a coûté à EDF 15 milliards d'euros, et encore, ça je prends ça que sur l'exercice, on va dire, jusqu'à 2021, puisque là, ils nous ont rajouté avec le bouclier tarifaire, ils ont pris encore 10 milliards dans les poches d'EDF, puisque aujourd'hui, ils savent bien se servir dedans pour faire leur petit joujou pour le marché. Donc la dette d'EDF est avant tout et principalement, voire à 100% liée
à la concurrence, qui ne permet pas de rémunérer correctement l'opérateur historique, et surtout on lui fait les poches pour faire des aventures, pour faire des dividendes ou pour subventionner la concurrence. Donc c'est une aberration, mais sur lequel, si on revient quand même rapidement dans une juste rémunération de l'électricité avec un opérateur public, ça peut se compenser rapidement. Sur les questions, je dirais, qui sont presque plus sérieuses, parce que franchement, ça, c'est des aventures capitalistiques qui n'ont aucun intérêt pour l'usager français. Sur les aventures qui sont celles d'Hinkley Point, vous les avez citées, et du nouveau nucléaire. Il faut quand même voir dans quel état aussi la politique et les mauvaises orientations de politique énergétique française ont mis l'opérateur historique EDF, en arrêtant toute construction de centrales nucléaires pendant quasiment une quinzaine d'années. Donc forcément, la destruction de toute une filière française qui représente quand même plus de 200 000 emplois et surtout qui a un niveau de compétence extrêmement important. Ils n'ont rien fait pendant 15 ans et du jour au lendemain, ils ont dit on va faire Flamanville, vous allez le démarrer dans 5 ans. On va aller en Angleterre pour aller justement essayer de continuer une filière et essayer d'être champion européen du nucléaire. Et maintenant, du coup, un nouveau programme plus sérieux s'installe en France et il y a aussi des aventures européennes en République tchèque ou autre. C'est en tout cas pour la fédération CGT un atout important que d'avoir un opérateur historique qui sait justement maîtriser une électricité peu chère, décarbonée et fiable dans le giron public avec justement le nucléaire, qui est un acteur extrêmement important et un leader européen. Pour ça, il faut qu'il y ait une trajectoire qui soit fixée. Pour ça, il faut que justement il y ait une politique énergétique qui soit fixée pour que la filière puisse justement se créer avec les compétences, avec le tissu industriel. On parle quand même de 100 000 emplois sur 10 ans, 10 000 emplois supplémentaires chaque année pour pouvoir permettre justement de relever le défi de construire le parc nucléaire de demain, puisqu'il faut bien justement, avec la transition énergétique, avec la baisse de la consommation des énergies fossiles, pouvoir justement aller vers l'électrification et donc augmenter la consommation d'électricité. Une baisse de consommation d'énergie au niveau du pays veut dire, en décarbonant, une hausse de la consommation d'électricité. Donc pour ça, il faut y répondre. Le parc nucléaire peut y répondre de manière décarbonée, pilotable et de manière la plus appropriée. Pour ça, il faut que ça redevienne une entreprise de service public nationalisée et puis que la filière puisse se remettre en place. Donc c'est certes des aventures désagréables au plus près pour les travailleurs du secteur, hein, que ce soit Flamanville ou que ce soit Hinkley Point aujourd'hui qui est en difficulté, mais c'est nécessaire puisque du coup depuis 25 ans ils ont cassé l'entreprise historique, ils ont cassé la filière française, ils ont cassé l'atout majeur de la France que pouvait représenter EDF. Bon, ça après si on fait un peu de ne serait-ce que géopolitique européenne, on voit bien que probablement que l'Allemagne qui a raté sa transition énergétique a voulu justement aller taper sur l'opérateur historique français en disant qu'il est un peu trop fort, un peu trop gros, un peu trop fort pour la France, donne un atout trop important, donc il est grand temps de le tailler, et puis après on pourra voir ce qu'on en ferait derrière. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'EDF a 55 milliards de dettes, mais de toute façon, il va falloir investir dans les centrales. Enfin, à moins qu'on veuille ne plus avoir d'électricité dans les prochaines années, de toute façon, il faut faire cet investissement. Donc la question qu'on doit se poser, c'est sous quelles conditions cet investissement peut être fait dans les meilleures conditions et au moindre coût. Et ça, c'est très clair. Comme c'est des investissements de très long terme, la rémunération du capital, c'est-à-dire les taux d'intérêt bancaire et la rémunération de l'apporteur de fonds, hein, des dividendes par exemple pour quand c'est des privés, ça représente, pour une rémunération de 4% du capital, ce qui est plutôt faible, ça représente la moitié des coûts. C'est vraiment le paramètre majeur, c'est-à-dire que si on rémunère l'apporteur de fonds, enfin si on a donc un coût du capital, un coût de financement à 1%, on aura un coût total de l'électricité qui sera pratiquement la moitié de si on rémunère l'investisseur à 7%, ce qui n'est pas un taux délirant pour le privé. Donc, en fait, il faut absolument s'adresser à des investisseurs qui sont le moins gourmands possible et surtout qui sont exposés au risque le plus faible possible. Parce qu'en fait, pourquoi on rémunère l'investisseur? C'est en général pour rémunérer un risque. Enfin, en fait, c'est ce que dit la théorie. Alors après, il y en a qui se gavent au passage. Or, quand on a un opérateur public qui détient tout le parc de production, qui met en place des tarifs réglementés qui sont basés justement sur les coûts de production, qui garantissent le retour sur investissement, il n'y a pas de risque sur le niveau de prix, il n'y a pas de risque
pratiquement pas de risque sur le volume parce qu'on sait comment va évoluer globalement la consommation française, par contre, et donc la production. Par contre, on a du mal à dire que telle centrale va produire tant, telle centrale va produire tant, telle centrale va produire tant. Donc, en fait, si on mutualise tout le parc, alors le risque est minime. Et si en plus on s'adresse à l'État, le coût du capital peut être très faible. Mais si on va chercher des investissements privés, alors même EDF, c'est moins bon que l'État, hein, mais si on va chercher des investissements privés, on aura une dette en fait, parce que je veux dire, ils vont investir et c'est le consommateur via ses factures et le contribuable via ses impôts qui rembourseront la dette. Mais on paiera 2 fois plus cher à la fin. Et ça, évidemment, la réforme ne prend pas en compte ça. Alors, elle le prend un peu en compte parce qu'ils se sont quand même aperçus que se rémunérer avec un prix complètement volatile et imprévisible, là, c'était quand même pas possible. Donc, ils disent, bah, pour pallier ce problème, on va avoir des contrats à long terme où en fait l'État, concrètement, ce qui se passe, c'est que l'État garantit aux producteurs un prix sur toute la durée de vie de l'installation. Finalement, c'est l'État qui prend tous les risques. Mais même comme ça, il reste un risque parce que on sait pas le producteur ne sait pas exactement quel volume il va produire. Et puis, c'est une structure financière qui peut faire faillite. Et puis, la réglementation peut être modifiée. Et puis, surtout, ils sont beaucoup plus gourmands. Enfin, Total dit qu'il n'investit pas en dessous de 17% de rémunération sur des fonds propres sur ses projets. Donc, c'est des taux de rémunération délirants. Et ça, on n'y répond jamais. C'est-à-dire qu'on dit juste, ah bah, la dette de la France, l'Europe nous impose de ne pas dépasser 60%. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va dépenser 2 fois plus que prévu. C'est vraiment une fuite en avant, quoi. Donc la question de la dette. Alors moi, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Gaël sur les raisons de la dette et en particulier, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur la politique internationale d'EDF qui est absolument en dehors de tout objectif de service public. On t'a parlé du Brésil, mais ça continue en fait. Ça continue. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, ça avait carrément fait démissionner le directeur financier à l'époque, Thomas Pickmal. Mais là, EDF, là, il y a eu une émission toute. Peut-être dire un petit mot sur justement ce qui s'est passé dans la négociation en Angleterre. Enfin, pourquoi ça a mis autant dans le mal les comptes d'EDF, hein? Bah, en fait, pour faire simple, Thomas Pickmal disait que c'était un risque beaucoup trop gros pour EDF, le projet Hinkley Point, et que ça risquait d'entraîner EDF dans des grosses difficultés. Donc il estimait que c'était pas soutenable. Et voilà, alors il y avait, moi je me souviens plus, la Chine Le était, gouvernement voilà. chinois, le gouvernement britannique et le partenaire chinois d'EDF refusent de payer les surcoûts et Macron avait signé pour que EDF prenne en charge tous les surcoûts. Ah, Oui, après, ils avaient aussi vendu à un prix qui était extrêmement supérieur à ce qu'ils annonçaient comme coût. Ils avaient vendu à 110 € du mégawattheure, quelque chose qui à l'époque était estimé donc plutôt autour de 60. Mais enfin voilà, en fait, pour revenir sur les coûts, là, tu parlais d'un surcoût de 30%. Enfin, les évaluations qu'on fait, 30%, c'est y compris le réseau, les coûts de réseau qui, eux, sont encore un service public, donc ils sont encore facturés sur les coûts. Mais si on regarde que la part production, là, c'est carrément le double qu'on paye, même plus. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de 140 € du mégawattheure pour un coût à 70 € du mégawattheure. Et alors on peut dire, bon, on va. Alors ce que dit la direction, elle dit oui, mais comme ça, on vend plus cher et comme ça nous donnera des billes pour investir. Bon, déjà, c'est jamais comme ça. Enfin, normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'on investit et on se rémunère après, enfin, via les tarifs pour rembourser. Mais en plus, on ne sait pas où va partir l'argent. C'est-à-dire que ça peut partir en Angleterre, ça peut partir même dans le projet d'Arabie Saoudite Neom. Là, il y a eu des émissions là-dessus. Ça, c'est un projet qui n'a rien à voir avec le service public. Ça peut partir pour faire n'importe quoi ailleurs. Bon, voilà. Donc, on est dans une entreprise qui fait n'importe quoi à l'international. Moi, je pense qu'il faut vraiment recentrer sur l'exploitation en France du parc de production électrique et que l'opérateur qui fait ça ne doit pas faire autre chose, doit revenir à ce qu'il doit faire, ne doit pas faire de bénéfices, effectivement, doit minimiser les coûts, en particulier en minimisant le coût du capital, donc c'est-à-dire en ayant le moins de risques possible. Et comme ça, on peut faire la transition énergétique. Mais là, on est parti pour faire n'importe quoi. Et même du point de vue des usagers, des usages, il faut aussi. Donc, il faut décarboner la production d'électricité, mais il faut aussi décarboner les usages, par exemple, isoler les bâtiments. Et dans l'industrie, il faut basculer certains procédés industriels de procédés très carbonés. C'est par exemple la sidérurgie qui utilise aux fourneaux, à des procédés beaucoup moins carbonés. Et en général, ça veut dire électrifier ces usages. Et toutes les associations de consommateurs disent il nous faut un prix
pas trop élevé, mais surtout, il nous faut de la stabilité. Tant qu'on n'aura pas cette stabilité, on ne peut pas basculer vers cette décarbonation et donc on se tire une balle dans le pied pour cette transition énergétique qui est si importante et si urgente. Pour compléter, également, parce que c'est vrai que vous avez évoqué, Monsieur Plaine, la question aussi de la filière et évidemment, que derrière, tout l'exploitation, et la construction de centrales et notamment dans le nucléaire, c'est énormément de savoir-faire, de connaissances, de brevets, de personnel évidemment. Justement, on a vu, sur la question, du nucléaire, mais également de l'hydraulique, il y a 10 ans à peu près, la branche énergie du groupe Alstom qui fournissait notamment, les turbines justement pour, les barrages, et les centrales nucléaires, également pour d'autres, débouchés. On pense à l'armée avec les porte-avions, les sous-marins par exemple, heu être, vendue à General Electric. Là encore, Emmanuel Macron était, ministre de l'économie à ce moment-là et c'était une de ses premières actions de cette vente. Aujourd'hui, alors en 2022, Macron, en campagne pour sa réélection, avait fait un grand discours à Belfort en nous disant que justement, on allait corriger cette erreur et qu'on allait racheter, ces fameuses turbines, cette branche-là de General Electric. Bon, à un coût qui est quand même le double de ce qu'on leur a vendu, mais au-delà de ça, la vente n'a toujours pas abouti, alors qu'elle aurait dû aboutir, plutôt récemment, et il demeure des incertitudes sur, le degré de contrôle que l'on aura véritablement, sur ces turbines si l'on arrive à les récupérer, à la fois en termes de brevets ou en termes de débouchés. Est-ce que peut-être, vous pourriez, nous éclairer un petit peu à ce sujet? C'est si, c'est vrai. Ouais, c'est un bon exemple de l'incohérence politique qui peut être menée sur le secteur de l'énergie, et notamment avec un qui est président de la République malheureusement depuis 2 exercices, qui est Emmanuel Macron, puisque quand il était ministère de l'économie, il a justement bradé GE aux Américains, et GE a dans son escarcelle justement les turbines des centrales nucléaires, mais pas que, aussi de l'hydraulique et autres. Et il s'avère que maintenant, pour des questions de souveraineté, on est dans un processus de rachat d'une partie de GE, sur lequel, bien évidemment, étant sous le giron américain, les questions de géopolitique et les questions de choix américains sont directement imposées à la France et font qu'aujourd'hui, au-delà de payer plus cher que ce qu'on a vendu, on va se retrouver aussi dans la difficulté justement de la géopolitique pour pouvoir récupérer la souveraineté sur ces turbines. Ça fait partie des incohérences du secteur de l'énergie, je le disais. GE en est un bon exemple, mais également, puisque ça a été évoqué, j'en profite aussi pour faire les éléments sur l'hydraulique. On a quand même actuellement un gros problème sur l'hydraulique, une nouvelle fois sur des injonctions européennes, mais qui ne sortent pas de nulle part. C'est que la France a préféré brader ces 3% de déficit du PIB en disant que sur les concessions, ils vont aussi mettre de la concurrence. Pour résumer, les barrages aujourd'hui sont en gestion par EDF à 80%, on va dire, puisque c'est historique et ils l'ont construit en partie, alors je dis à 80%, parce qu'il y a aussi la Compagnie nationale du Rhône qui a quelques barrages, et puis aussi notre compagnie, la Chèvre, dans les Pyrénées. Globalement, tous les barrages de forte puissance sont gérés par EDF, et il s'avère que l'Europe, l'Europe va essayer de respecter une parole française, de dire vous devez ouvrir à la concurrence des barrages. Donc il se pourrait, si le schéma va jusqu'au bout, et ça fait 10 ans qu'il traîne, que les barrages pourraient être privatisés, vendus à Engie, Total, d'autres opérateurs Vattenfall notamment, Speedor et autres, qui pourraient entrer en propriété sur ces barrages, avec quand même des risques importants, puisqu'on sait que l'eau des barrages ne sert pas uniquement à produire de l'électricité. Ça deviendra peut-être fatal d'ailleurs à l'intérêt surtout, il est d'irriguer l'agriculture, de fournir de l'eau potable pour justement les grandes métropoles, je pense à Marseille ou autres, qui sert justement à tous les multi-usages de l'eau, comme on peut les appeler, qui sont actuellement empêchés, c'est-à-dire il n'y a pas d'investissement dans l'hydraulique actuellement à cause justement de cette volonté de mettre en concurrence. Les barrages vieillissent, l'entretien n'est pas fait parce que justement, avec ces injonctions de mise en concurrence, le DFI, je ne vais pas payer des investissements alors que ça reste que des vendu ailleurs, et on se retrouve dans l'impasse où pour l'instant, le deal politique n'a toujours pas été trouvé pour renvoyer la responsabilité ou la gestion de ces barrages-là à EDF pour qu'ils puissent investir et monter même encore en puissance. On peut encore faire d'autres productions hydrauliques. Et quoi de mieux pour la transition énergétique que la production hydraulique? C'est quelque chose d'extrêmement pilotable, neutre en carbone, et qui a justement vocation plutôt à être déployé.
Et une nouvelle fois, à cause de la concurrence, on est bloqué là-dessus. Je profite juste de ces éléments, puisque ça a été aussi évoqué sur la rénovation énergétique et sur notre gestion de l'énergie. Il ne faut pas non plus, bien évidemment, qu'on la gaspille. Il y a eu la sobriété qui a été entendue, en tout cas sur cet hiver, on a pu le voir, certains disent 7 à 8% de sobriété. On a baissé la consommation en France de 7 à 8% par rapport aux années précédentes. Alors, il y a une partie très certainement qui est de la vraie sobriété, c'est-à-dire qu'on a appris qu'on n'avait pas besoin de chauffer à 22 des pièces qui étaient vides, que éteindre en sortant d'une pièce, c'est évident. Bon, ça, qu'on se le dise, hein, ceux qui sont déjà en précarité énergétique, ça fait longtemps qu'ils savent que du coup, ne pas chauffer une pièce à 22, déjà s'ils la mettent SS, c'est pas mal. Et puis la lumière, bon, on la met que quand on a besoin. Cette sobriété, elle est avant tout, selon nous, subie justement avec toujours plus de précarité. Et quand on revient, et tout à l'heure je parlais des 30% moins chers de l'électricité, ça fait quand même 7 centimes de moins au kilowattheure. Donc sur la facture, c'est de manière vraiment importante que vous pouvez le voir. Et on peut justement, quand on revient dans cette logique d'un tarif régulé basé sur les coûts et les investissements, pouvoir proposer plus 1 centime sur la facture, c'est-à-dire que si dans votre facture, à chaque usager français, on vous rajoute 1 centime, ça servira à financer la rénovation des bâtiments. Ça dégage 5 milliards par an. C'est-à-dire qu'avec 5 milliards, on va pouvoir quand même isoler quelques bâtiments. Si on dit, on a un nouveau nucléaire à financer, et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est Anne qui le disait justement sur le coût du capital, et qu'on veut justement que ce soit par exemple les Français qui le financent pour que ça reste dans le giron public, 1 centime libère 5 milliards d'euros par an, c'est ce qu'on a besoin. 5 milliards, c'est pour le nouveau nucléaire, 5 milliards par an sur 10 ans, 50 milliards, on finance les 6 EPR à venir. Voilà de quelle manière nos propositions d'un juste prix en descendant de moins 30% et après en décidant, la nation peut dire je mets 1 centime pour chaque citoyen pour aller sur la rénovation énergétique. Enfin, tout le monde en est d'accord qu'il faut isoler mieux nos bâtiments, isoler mieux nos maisons, ça réduira notre facture, ça évitera de gaspiller l'électricité. Si on veut faire des choix de nouveau nucléaire, mais même autre chose, pourquoi pas les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, l'hydraulique, des moyens thermiques décarbonés, tout ça, ça peut être financé par les Français à partir du moment où on est revenu à un prix qui est cohérent avec la production et les investissements. Donc les solutions, elles sont sur la table, elles sont étayées, elles sont posées par les différents acteurs, et ce soir encore on en débat justement pour montrer qu'il y a vraiment des solutions alternatives, sauf qu'on est dans l'impasse où avant tout le pouvoir en place, Macron en est le missionnaire, on peut presque dire ça, de vouloir toujours mettre la logique de concurrence, le capitalisme au cœur de l'énergie, alors qu'il faut bien le reconnaître, l'électricité, c'est un bien de première nécessité qui ne peut pas être mis en concurrence parce que le mettre en concurrence, c'est le détricoter, faire monter les prix et arriver à une pénurie puisque le capitalisme, c'est avant tout rendre l'électricité rare pour la rendre chère. On l'a vu l'hiver dernier. Anne, si tu veux compléter sur ces différents aspects, que ce soit les filières, que ce soit les investissements à voir, etc. Oui, peut-être un mot sur l'hydro, hein. Effectivement, on est, enfin, il y a une concession qui a été reconduite, c'est celle comme par hasard de l'opérateur privé, hein, la CNR, qui détient quand même les barrages sur le Rhône, qui sont les barrages les plus rentables. Alors, officiellement, la CNR n'est pas privée, elle est à 50,1% détenue par les collectivités, donc par le public, et à 49,9% par Engie, ex-GDF, qui maintenant est privé. Et donc, eux, ils ont vu leur concession reconduite pour 18 ans, alors que la Cour des comptes sortait un rapport disant qu'ils avaient fait une rentabilité du capital investi de 24% par an. La Cour des comptes reconnaissait que c'était absolument, enfin, ils disaient pas indécent, mais ils disaient que les barrages n'étaient plus gérés dans l'intérêt dans l'intérêt des usagers. Et là, EDF est en train de pousser pour récupérer la propriété des barrages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les barrages sont propriété publique et ils sont concédés pour leur exploitation, alors historiquement à EDF et depuis 2001 en partie à EDF et pour un quart à des entreprises, à la CNR, des entreprises privées. EDF pousse pour passer en régime d'autorisation, c'est-à-dire qu'ils récupéraient la propriété des barrages. Et je pense, moi je ne vois pas comment, bon, déjà ça me paraît assez douteux que la Commission européenne accepte ça, mais surtout s'ils acceptent ça, ça veut dire que la CNR et donc Engie va récupérer les barrages sur le Rhône. Ça me paraît être une folie sur des biens. Enfin, alors là, tout le monde reconnaît que c'est des biens de première nécessité, qu'il y a des enjeux de sécurité énormes, qu'il y a des enjeux de gestion de la ressource en eau qui est de plus en plus rare et qui évidemment sont un bien commun par essence.
Et par ailleurs, il y a quand même une autre solution qui, jusqu'à maintenant, il y avait eu une proposition sénatoriale du groupe des Verts, enfin de la gauche, qui proposait de placer ces concessions dans une entreprise 100% publique, gérée presque comme si c'était géré par l'État, on dirait géré en quasi-régie. Quand l'État gère lui-même les barrages, on dit que c'est en régie. Quand il les gère via une entreprise 100% publique, on dit que c'est une quasi-régie. Ce projet de loi n'est pas passé malheureusement. Moi, je pense qu'il faut le remettre sur la table. Et là, au moins, ça serait normalement compatible avec le droit européen. C'est ce que nous a dit la Commission européenne. Alors ça imposerait de séparer la gestion hydraulique du reste, parce que la condition, c'est que cette entreprise publique doit aussi avoir 80% de son activité dédiée à l'exploitation des barrages. Mais enfin, séparer une branche d'EDF, si c'est pour la placer dans une entité 100% publique, je pense que c'est plutôt pas un problème, quoi. Et ça débloquerait la situation. Enfin, en tout cas, c'est une des questions qui va revenir. C'était dans le projet de loi, je ne sais même plus comment il s'appelle, ce projet de loi souveraineté énergétique, qui devait passer en fin d'année dernière, puis cette année, qui devait donc décider de l'orientation de la politique énergétique, de la régulation du nucléaire et de l'hydraulique, et puis qui est reporté de mois en mois. On se demande si ça va un jour arriver devant le Parlement. Bon, donc ça vraiment, sur l'hydraulique, il faut absolument faire attention à ce qui se passe. Je voulais te dire un autre mot, enfin, autre chose sur la régulation du nucléaire telle qu'elle va être. Donc, on passe d'une situation, certes, pas très agréable, mais enfin, au moins, où on avait un plafonnement du prix du nucléaire, à un système, donc, comme je l'ai dit, qui est beaucoup plus dérégulé. Mais ce qui arrive aussi par la réforme et ce que pousse aussi EDF, c'est des contrats long terme privés. C'est-à-dire qu'on alors on appelle ça des PPA, des Power Purchase Agreements, c'est-à-dire qu'on réserve sur le long terme la production de certaines centrales à des grands clients ou à des fournisseurs qui les distribuent à leurs consommateurs. Ça veut dire que les centrales nucléaires amorties les moins chères, plus les autres productions les moins chères, ne vont pas profiter à tout le monde, mais vont être réservées à certains consommateurs. Et en plus, dans la loi, rien ne dit que ça sera des consommateurs français, c'est-à-dire que ça peut être des industriels allemands, de n'importe quel pays. Et donc, on va se retrouver dans un système où il y aura certains consommateurs qui prendront les centrales les moins chères, et puis il restera les plus chères pour les autres. Alors déjà que l'équité de traitement n'est plus là, en fait, depuis qu'on a la concurrence, mais là, on franchit encore une étape. Et ça a l'air de poser de difficultés à personne, c'est jamais débattu. Et autre chose qui est dit aussi, c'est qu'il y aura des contrats alors je ne sais même plus comment ça s'appelle, des contrats de partenariat, il me semble. Donc ces fameux contrats, mais en plus, le risque volume, alors je vais vous expliquer, sera pris en charge par le client, c'est-à-dire, alors Total est très intéressé par ça, c'est-à-dire que Total, en fait, finalement, investit dans une centrale nucléaire et en échange a droit à un pourcentage de la production. Et si la centrale produit moins, il a moins. Si la centrale produit plus, il a plus. Enfin, concrètement, ça veut dire qu'on est en train de mettre un pied dans la propriété privée de ces centrales nucléaires. Encore une fois, c'est de pire en pire. Et puis l'autre, bon, j'ai parlé de l'énorme problème du coût du capital quand on donne à des entreprises privées des biens, des centrales comme ça, qui sont des investissements sur le très long terme. Bon, ça, c'est un problème, mais l'autre problème aussi, c'est un problème de souveraineté. Enfin, est-ce qu'on veut vraiment donner... Alors, nos barrages, tout le monde a l'air de dire il ne faut pas les donner au privé, sauf que pour l'instant, on ne fait rien. Mais c'est la même chose pour le nucléaire. Est-ce qu'on est d'accord pour donner nos centrales nucléaires à des entreprises privées comme Total ou des entreprises étrangères? Ça, c'est quand même des biens ultra sensibles pour notre souveraineté. Mais je vais même au-delà. Est-ce qu'on est d'accord pour donner nos parcs éoliens en mer à des grands groupes, ce qui est en train de se faire, hein? Total en a, Iberdrola en a. Iberdrola, c'est une entreprise espagnole qui s'est distinguée par le fait qu'en pleine sécheresse en Espagne, ils ont turbiné de l'eau, ils ont lâché de l'eau parce que les prix étaient élevés et que donc ils voulaient se faire de l'argent. Enfin, et ça, c'est tout ce débat-là. On ne peut pas les avoir parce que paraît-il que le ciel va nous tomber sur la tête si on remet en cause le marché. Et donc, on est là à essayer de faire comme on peut avec le système, en ne posant non plus jamais la question de pourquoi est-ce qu'on garde la concurrence de ces fournisseurs alors que toutes les associations de consommateurs nous disent ça ne sert à rien, ces fournisseurs, on ne voit pas à quoi ça sert. Dans le meilleur des cas, allez, ils ont une plus belle couleur sur la facture, c'est tout. C'est donc en contradiction frontale avec l'équité de traitement. Je veux dire, encore une fois, enfin, tout ce qui sort maintenant, c'est qu'ils ont des moyens de démarchage. Ils se font passer pour d'autres entreprises, pour démarcher, évidemment, les plus vulnérables de préférence.
Ils prennent des marges absolument invraisemblables. Il y a un courtier qui prend 25 € du mégawattheure de marge, enfin 25 € sur un coût de l'électricité qui est de 70 €, ça fait quand même beaucoup pour des gens qui font rien, hein. Enfin, et les fournisseurs de l'intérieur nous disent, mais de toute façon, c'est pas un problème de réguler les fournisseurs. Notre activité même fait qu'on ne peut vivre qu'aux dépens de la collectivité, puisqu'on ne fait rien. Et moi, je n'ai pas non plus envie qu'ils mettent le pied dans la production. Je n'ai pas non plus envie qu'ils construisent des centrales, hein. Ça sera pire, hein. Je veux juste qu'ils sortent de là, quoi. Puisqu'ils ne font rien, la seule façon qu'ils ont, c'est soit de mentir aux clients, ou en tout cas d'user de leur incompréhension d'un système que personne ne comprend de toute façon, soit de spéculer, soit de truander le système. Voilà les, les possibilités qu'ils ont. Donc, tant qu'on ne remet pas en cause le principe même, tant qu'on est là à regarder si on pourrait réguler un peu, si on pourrait toucher ça, si on pourrait rajouter un contrat à long terme, on s'en sortira pas. Je vous remercie d'avoir aussi parlé, oui, des questions de souveraineté, puisque c'est vrai que déléguer, on a parlé évidemment du marché, des parasites qui ne produisent rien et qui se gavent au passage, mais il y a aussi ceux qui produisent un petit peu, mais qui d'abord se rémunèrent énormément, et tu évoquais le coût du capital, et finalement une question de souveraineté avec le fait de laisser nos barrages, par exemple, mais aussi d'autres formes de production, parler du nucléaire, de l'éolien, etc., à des opérateurs étrangers pour rebondir sur la question des turbines Alstom qui sont en train d'être rachetées. Si le rachat aboutit, on avait sorti un article récemment à ce sujet dans Le Vent se lève, le brevet qui permet d'utiliser le logiciel qui fait tourner les centrales, il sera américain. Donc les Américains auront une capacité de pouvoir contrôler l'usage que la France fera, ou ses clients feront de ces turbines. Sans parler aussi des ventes de ces turbines qui vont notamment à destination de l'opérateur russe Rosatom, qui du coup, bon, soit EDF devra se séparer d'une bonne partie des turbines pour pouvoir respecter les sanctions américaines, soit devront trouver une solution, mais en tout cas, ça soulève de très grandes questions. Ce que je voulais vous demander pour peut-être poser une dernière question avant de prendre celle de la salle, puisque vous en avez sans doute également, c'est, vous avez évoqué un petit peu tous les deux les risques qui pèsent sur nos infrastructures publiques détenues pour l'instant de manière publique, notamment les barrages. Euh, on sait que justement, et ça a été très bien rappelé, vous le disiez, Monsieur Plein, la question aujourd'hui de l'entretien des barrages est remise à plus tard, puisque EDF n'a pas envie de payer pour un barrage que son concurrent va exploiter dans quelques années. Il y avait pendant un certain temps le projet Hercule, c'est-à-dire un démembrement d'EDF, une vente à la découpe en plusieurs morceaux. Il y a eu récemment la proposition de loi de Philippe Brun a été votée à l'Assemblée, qui normalement devrait garantir contre la possibilité qu'EDF cède certaines de ses propriétés. Est-ce que on est désormais à l'abri de perspectives de privatisation de certains outils de production, ou pas vraiment, puisque vous avez l'air tous les deux de dire que ce n'était pas le cas? Non, malheureusement, c'est pas le cas. On salue quand même le passage de la loi défendue quand même par Philippe Brun et co-rapporteur Sébastien Jumel, justement sur cette volonté d'essayer de protéger et de mettre un bouclier contre le démembrement d'EDF, puisque c'était quand même la volonté d'Hercule, hein, pour rappeler ce que c'est qu'Hercule, c'était de dire que il y a ce qui rapporte de l'argent, on va le privatiser. Ce qui coûte, on va le laisser dans le giron public. Et donc, ils voulaient scinder la partie production nucléaire du reste. Ils voulaient couper l'hydraulique d'un côté, le thermique de l'autre, la commercialisation encore d'un autre. Et on se retrouvait dans un groupe qui aurait vocation une partie à être publique, l'autre être privée, pour rapporter toujours plus d'argent. Donc ça, c'était de 2020-2021, sur lequel il y a eu un combat en intersyndical, il y a eu une mobilisation du personnel, il y a eu une mobilisation politique pour faire reculer justement ce projet Hercule, qui était une nouvelle fois voulu par Macron. C'est même lui qui l'aurait inventé dans ses bonnes idées. Et donc il a été mis, comme on dit, au congélateur. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément, on n'est pas à l'abri qu'il revienne. Cette loi va permettre justement d'avoir quand même un bouclier, c'est-à-dire que pour pouvoir aller sur vraiment une vente d'une partie de l'entreprise historique, il faudra de toute façon passer par le Parlement et donc dévoiler ses plans. Et justement, Philippe Brun, qui était justement rapporteur et qui a pu justement avoir accès, savait que de toute façon, et il l'a prouvé, en tout cas il l'a expliqué dans le cadre de ses travaux,
que l'État avait toujours ça comme volonté, puisque du coup, l'appât du gain emmenant toujours plus volonté de détruire, ils étaient sur ce modèle-là. Alors, cette loi va permettre normalement de sécuriser quand même EDF. Alors, sécuriser EDF pour combien de temps? Elle vient juste d'être passée, elle n'est encore même pas officiellement passée, puisqu'elle doit passer en 3e lecture à l'Assemblée, au Sénat. Elle est passée à l'Assemblée nationale, elle doit passer au Sénat, donc on espère quand même qu'elle va être ratifiée. Il y a quand même quelque chose aussi qui a salué dedans, c'est l'élargissement des tarifs régulés justement aux TPE, donc c'est un peu l'affaire des boulangers, comme on a pu dire, qui n'avaient pas eux accès aux tarifs régulés, qui étaient obligés de se fournir au marché, et certains, on l'a vu dans les reportages dernièrement, que ce soit complément d'enquête ou cash investigation, où certains ont multiplié par 5, par 10 quasiment leur facture, sans comprendre d'où ça venait, et de manière extrêmement rapide. Donc voilà, on salue la démarche, c'est une bonne reprise par la nation, il faudrait pouvoir aller plus loin et aller porter un service public qui, lui, justement, va aller contrer et retirer l'électricité des grilles du marché. Sinon, on pense que l'appât du gain va toujours emmener une volonté du pouvoir en place, on verra les suivants, aller vers toujours pour eux peut-être une optimisation économique, ou en tout cas une recherche du gain, de la rentabilité maximum privée. Et donc pour ça, on pourrait y voir le retour, ce qui sera forcément une nouvelle fois nocif aux investissements, qu'ils soient pour le réseau ou pour le parc de production. Donc à saluer, mais il faut encore aller plus loin. Ouais, je suis d'accord, c'est un pied dans la porte, on va dire, mais en fait, tant qu'il y a de la concurrence, il y a des fournisseurs en concurrence, il y a des clients qui sont des marchés, qui sont livrés aux pratiques douteuses. Même EDF ne se comporte pas de manière idéale là-dessus. On a une entreprise qui est 100% publique et pourtant, on a un patron qui a poussé à vendre son nucléaire à prix librement négocié. C'était dit comme ça, c'est-à-dire qu'il a essayé de le vendre à 100 €. S'il pouvait le vendre à plus, c'était plus. Et il dit clairement que lui, il est en défense du marché. Donc, moi, on l'a vécu, hein, moi je l'ai vécu, l'ouverture des marchés. À partir du moment où EDF s'est retrouvé en concurrence, nos patrons nous ont dit on est une entreprise comme une autre, on doit aller sur les marchés où il y a du relais de croissance, on doit faire du profit et le service public, quand on peut, quoi. Et bon, je vais peut-être être un peu provocatrice, mais je pense que pour revenir à un service public, il va falloir découper EDF, hein, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il va falloir séparer la partie internet, la partie d'activité qui restera en concurrence de la partie qui est en monopole, c'est-à-dire l'exploitation du parc de production. Ça, c'est un monopole public, et ça doit être fait par un acteur public. Ça doit être sorti de la concurrence. L'activité, mais ça veut dire qu'un acteur public qui fait l'exploitation ne peut pas en même temps aller piller les services publics, pour le dire crûment, des autres pays, aller avoir cette activité à l'international. On peut avoir des activités de coopération technique, voire humanitaire à l'international, et c'est essentiel parce qu'on sait que les enjeux qui sont face à nous en termes climatiques, en termes environnementaux, passent par des solutions mondiales. Il faut absolument accompagner les pays qui n'ont pas encore accès à l'énergie, à cet accès sans passer par la gaz fossile, pour le dire vite. Donc il y a effectivement des enjeux comme ça, mais ça ne doit pas être une activité lucrative. Donc il va falloir séparer cette partie-là. Il va falloir séparer la partie service aval, qui là aussi est en concurrence. Et donc EDF ne va pas pouvoir faire ça. Et moi, je vais au-delà. Alors, je parle à mon nom personnel, c'est des débats qu'on doit avoir. Mais la partie d'EDF qui est de la construction de centrales, de la vente de nucléaire, ça ne doit pas être la même entreprise non plus. L'exploitant en monopole doit être neutre d'un point de vue technologie pour exploiter le parc. Ensuite, il y a des entreprises qui peuvent être des entreprises publiques pour faire la construction de centrales de tout ordre, qui peuvent être mises en concurrence via des appels d'offres ou qui peuvent avoir une construction, une délégation parce que c'est une entreprise publique. Mais je pense qu'il faut séparer les choses. On rappelle que par exemple pour le nucléaire c'était le cas avec Areva, sauf qu'Areva a carrément coulé par plein de paris boursiers aussi. Oui, alors, et ça éviterait tous les problèmes. En plus, ça éviterait la confusion qu'il y a où à chaque fois qu'on dit il faut sortir du marché, on perd une partie des gens parce qu'ils disent EDF, monopole égale EDF égale nucléaire, égale tout nucléaire, et nous on veut le développement des renouvelables. Il faut dire non, ça n'a rien à voir. La partie construction, planification, mais là c'est une planification publique qu'il faut aussi. Alors, au début, le marché était censé tout faire, y compris amener au bon développement du parc. Il y a quand même plus grand monde qui croit à ça. On sait que c'est la planification publique. Moi, je pense aussi qu'on devrait
enfin, il devrait y avoir un contrôle citoyen sur cette, c'est-à-dire qu'on planifie, mais après c'est l'État qui décide tout seul, c'est le gouvernement qui décide tout seul, alors qu'il devrait y avoir un débat public là-dessus, voire un référendum, enfin en tout cas animer un débat public pour aller au référendum pour savoir si on veut, qu'est-ce qu'on veut comme filière pour les dizaines d'années qui viennent. Ça c'est une première phase. On doit ensuite, une fois qu'on a choisi le scénario, on a des trajectoires de développement, on a des trajectoires financières, et donc c'est l'État qui doit organiser la construction, encore une fois, via des appels d'offres ou pas. Et une fois que le parc est là, il faut l'exploiter. Là, il n'y a plus beaucoup de choix, quoi. Enfin, il faut aussi choisir la politique de tarifaire. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut séparer les choses, dire ce qui est en monopole. Et là-dessus, la principale chose, c'est de ne plus avoir la concurrence. Bien aussi dire que c'est pas pour ça qu'on va à nouveau se couper des voisins. Et une fois qu'on a ça, je pense que le débat est beaucoup mieux posé, qu'on peut arriver à avoir peut-être un consensus pour ce retour au monopole, et qu'on évite d'avoir des problèmes d'endettement parce que l'opérateur public a fait des opérations hasardeuses à l'étranger. Enfin, maintenant, on nous dit qu'il va falloir payer plus cher les tarifs pour compenser les pertes qu'on a fait à Hinkley Point. C'est pas possible, quoi. Alors, on a un point de désaccord, il en faut bien un dans un débat, et tant mieux, ça permet justement d'ouvrir aussi aux questions et autres. Certainement pas, il faut pas découper EDF, ne serait-ce que en fait, l'histoire donne les éléments pour pouvoir construire le parc nucléaire et le rentabiliser sur les 20 ans sur lesquels il a été, puisque en 2004 commençait à baisser les tarifs, même un petit peu avant, dans les années 2000, le tarif d'électricité commençait à baisser puisqu'il avait été financé par EDF, qui avait fait des emprunts, mais avec garantie de l'État, donc intérêt extrêmement bas, et ça a montré son efficacité. Avoir une entreprise intégrée comme celle l'était avec un architecte assemblier, ça ne veut pas dire que les agents EDF vont aller faire le béton pour construire la centrale. Ça, bien évidemment, et quand on parle de filière, c'est qu'il faut que chacun dans son domaine, on n'a pas vocation à aller faire l'ensemble des activités de construction d'une centrale, ou d'un parc éolien ou d'un parc photovoltaïque. Par contre, l'outil intégré de service public doit mettre en œuvre les décisions de l'État, les décisions votées par la nation, qui est de dire on veut tel pourcentage d'électricité pilotable, tel pourcentage d'ENR, on veut pouvoir justement construire des parcs éoliens, et on veut les avoir dans tel secteur, et il y a des débats locaux. C'est la nation qui fixe, et après, c'est un outil de service public qui met ça en œuvre. Mettre ça en œuvre dans une vision d'architecte assemblier comme il l'était précédemment, ça permet quoi? Ça permet de dire que l'architecte assemblier qui va emprunter pour aller construire un parc éolien, une centrale, peu importe, va le faire sous assurance de l'État, donc va avoir des taux d'intérêt très faibles. Si jamais on reste bien dans cette logique intégrée, ça va permettre qu'à la fin, le prix du mégawatt qui sort, le prix de l'électricité qui sort, sera le moins cher possible. Ça ne veut pas dire que l'entreprise de service public doit tout faire de A à Z, bien évidemment non. C'est là où on vient dans une logique de filière, c'est là où on vient dans l'optique d'avoir justement de l'activité suffisante, et une fois qu'on a construit un parc français, on peut proposer à l'Europe d'aller justement aider, d'aller continuer. Il faut aller aussi probablement aider l'Europe à se décarboner. Si on a un atout en France, c'est intéressant. Mais là, ça peut être une autre logique quand on part à l'étranger. Mais en France, avoir cette logique d'entreprise intégrée, architecte assemblier qui met en œuvre les décisions de l'État, bien évidemment, ça rend à la fin un prix de l'électricité la moins chère possible, parce qu'à partir du moment où on instaure de la concurrence, il y a de la marge. Quand il y a de la marge, ça fait monter les prix. Enfin, c'est assez mécanique pour se dire qu'à partir du moment où on va à la découpe, on installe à chaque étage des marges qui vont faire in fine monter le prix. Donc si on est dans cette logique du service public avec un juste prix, on doit avoir l'outil de service public qui s'appelle EDF ou qui s'appelle autre chose, mais qui est là pour mettre en œuvre les décisions de l'État de manière intégrée pour optimiser tout ça. Donc bon, après, c'est bien d'avoir un point de désaccord. Ça doit faire partie du débat où on est justement dans cette logique, où ça doit être un débat public, c'est un outil de service public, c'est la nation par ses parlementaires notamment, par peut-être des référendums s'il y a un sujet à mettre au référendum, de le poser. Mais après, l'outil de service public doit rester intégré pour optimiser le prix à la sortie. Juste pour préciser, je dis, enfin moi c'est clair que les moyens dans ce que je propose, les moyens de production sont publics. Je pense même qu'ils devraient appartenir à l'État, peut-être appartenir à un opérateur public, mais je pense qu'ils doivent appartenir à l'État, comme les barrages par exemple appartenaient à l'État, et pourtant c'est EDF qui les exploitait. Alors on peut dire c'est l'entreprise publique qui va tout construire. Je pense que c'est un débat ouvert, ça c'est sûrement vrai pour le nucléaire. Après.
enfin, on en est loin pour les renouvelables, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui construisent des renouvelables, mais je veux dire, quand on construit une maison, le constructeur, il n'est pas propriétaire de la maison. Et donc, les taux. Bah, ça reste le public qui paye le raccordement, quoi. De toute façon, c'est le raccordement. Donc, il faut absolument baisser les coûts de production. Et si on a une propriété publique, bah, ça baisse les coûts de production. Encore une fois, hein, je fais le parallèle avec la maison. Aujourd'hui, le système électrique, c'est comme si quand quelqu'un se fait construire sa maison, la maison appartenait au constructeur pendant toute la durée d'occupation et le constructeur se faisait rembourser sur toute la durée d'occupation. Donc, à la fin, on a payé beaucoup plus en taux d'intérêt, qu'en capital. Donc, il faut que ça soit une propriété publique. Après, on peut avoir un ou plusieurs constructeurs. Moi, je pense qu'il faut, qu'il faut en discuter. Mais voilà, c'est pas, je ne dis pas du tout qu'il faut que la propriété soit privée. Et il faut effectivement que le parc soit exploité par un opérateur unique parce que techniquement, ça donne des meilleurs résultats. Alors, quand on nous dit le marché fonctionne bien à court terme, on entend des choses, non, techniquement, c'est une vérité mathématique que un seul acteur peut opérer le parc de manière beaucoup plus efficace que s'il y a plusieurs opérateurs qui, en plus, essayent de se rémunérer au passage. Bien, merci à tous les deux. Évidemment, je pense qu'on vous tomberez d'accord sur voilà, le fait que l'exploitant doit être unique, doit être public, avec une logique de prix les plus faibles possibles, de financer les investissements pour l'avenir. Vous avez une divergence sur le degré d'intégration de la filière, etc. Chacun se fera son avis.